Bonjour, je suis Christine Moreau et je reçois aujourd'hui Joëlle Turin et Nathalie Virneau qui sont les autrices de ce livre qui vient de paraître aux éditions Emo, Petits enfants, grands lecteurs. Et je vais leur donner la parole pour leur demander déjà quelle est la genèse de ce livre. Alors, l'une ou l'autre, Nathalie? Nous nous sommes rencontrés dans l'association Accès, Action culturelle contre les exclusions et ségrégation, qui est une association qui a été fondée il y a 40 ans par des psychanalystes, par René Dedkin, Tony Lenné et Marie Bonafé, et qui est une association pour laquelle j'ai, sur le terrain, lu des livres pendant des années, dans toutes sortes de lieux de la petite enfance, toutes les structures habituelles, de garderie, crèche, salle d'attente de PMI, la nurserie de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, Pouponnière, etc. Et Accès a développé quand même des modalités de lecture qui sont fondées sur les potentialités des enfants et sur l'idée de les laisser libres de lire ou de ne pas lire, libres de se faire lire une histoire par quelqu'un ou quelqu'un d'autre, libres de bouger, libres de faire des hypothèses, etc. Et pour que cette lecture... pour faire cette lecture, Accès a toujours aussi mis beaucoup l'accent sur le choix des albums. Et pour ce faire, c'est Joëlle Turin surtout qui travaillait sur cet aspect-là dans le cadre d'Accès. Voilà, effectivement, moi j'ai été recrutée par Accès pour choisir, analyser les albums que nous souhaitions présenter, dont nous souhaitions partager les lectures avec les tout petits, avec l'idée de privilégier la qualité esthétique, la qualité narrative, l'intérêt des histoires. Et ça ne suffisait pas, en fait, j'ai toujours choisi en ayant en tête en fait ce qu'il pouvait apporter aux enfants. Et tout cela parce que j'ai écouté, j'ai lu des ouvrages sur le développement de l'enfant et ça me paraissait important. Je ne peux pas lire un livre, un album en tous les cas, sans penser à l'enfant. Non pas pour lui dédier le livre, mais parce que je vois dans le livre, on a tous de l'enfant en nous, je vois dans le livre ce qui pourrait l'intéresser et pourquoi. Enfin, j'essaie du moins. Je crois que l'origine de ce travail est également liée à l'Observatoire Lire à voix haute en Normandie. Est-ce que l'une d'entre vous peut en parler? Oui, parce que, alors toujours dans le cadre d'Accès, moi je collabore à ce qu'on appelle des observatoires, plusieurs en France, dont un à Rouen, qui est qui est organisé par l'association Lire à voix haute en Normandie, de Sylvie Joufflinot. C'est-à-dire le principe de l'observatoire, c'est que là, 4 fois par an, des professionnels qui lisent à des enfants dans toute la région, disons, se regroupent et un peu sur le modèle du séminaire d'Accès, c'est-à-dire sur le modèle un peu clinique que les psys avaient initié à Accès, quelqu'un présente ce qu'on appelle des observations, c'est-à-dire des moments de lecture très concrètes, et puis on en discute. Alors moi, il se trouve que j'ai un autre métier qui est que je suis psychologue psychanalyste, et donc j'ai un peu la double casquette du terrain et du développement de l'enfant. Et à ce titre-là, pour Accès, je participe à cet observatoire. Et dans ce cadre-là, plusieurs fois, Joëlle a commencé à venir, et puis un petit peu, et puis beaucoup, et puis vraiment, ça devenait une collaboration, disons, on se nourrissait les unes les autres de façon très intéressante. Je sais pas si tu veux en dire quelque chose, Joëlle. Parce que pour moi, c'était un besoin d'aller à cet observatoire. J'avais été pendant des années au séminaire d'Accès, qui se déroulait sur le même principe. Et puis comme je n'allais plus à Accès puisque j'avais quitté l'association, je me suis dit que la seule manière de continuer à travailler avec cette qualité, cette exigence, c'était d'aller à l'observatoire, où non seulement il y avait des gens extraordinaires, en plus des amis, et donc j'ai continué à faire pour l'observatoire avec elle, avec toutes ces lectrices et Nathalie, le même travail que celui que je faisais à Accès, en me penchant vraiment de manière très approfondie sur les albums et leurs choix. Et moi, vraiment, ça m'a énormément ouvert l'esprit, parce que je lisais, je choisissais aussi des albums depuis longtemps. Mais d'abord, Sylvie Joufflinot et son association ont une exigence face à la qualité des albums que l'on trouve
Rarement. On est bien rarement. Et puis l'éclairage de Joël, c'est-à-dire qu'elle montrait vraiment en quoi cet album-là vraiment permettait ce que ce que la personne avait observé et ce dont on discutait. Et ça, de façon aussi précise, je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est ça qui nous a donné envie de travailler ensemble. C'est bien parce que ça répond à la question que j'allais vous poser, c'est de savoir quel a été l'apport de l'une par rapport, et l'apport de l'autre. En quoi est-ce que vos démarches se sont enrichies et ont abouti donc à ce travail joint. Sur le contenu maintenant, c'est intéressant et important. Est-ce que vous aviez un a priori sur ce que l'album doit être ou ne pas être, et en quoi est-ce que ce livre trace peut-être, ou en tout cas trie parmi la production qui est quand même nombreuse, que ce soit parce que ce sont des livres parfois qui ont, je dirais pas plusieurs dizaines d'années, mais pratiquement pour certains. En quoi est-ce que ces livres-là, pourquoi est-ce que vous les avez choisis en fait? Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces livres-là plutôt que d'autres? Moi, je dirais en premier lieu peut-être le fait que ce sont des artistes qui les créent et qu'il n'y a pas d'intention moralisatrice, pas d'intention pédagogique. Il y a simplement une intention, pas une intention, mais une manière de s'adresser à l'enfant avec une très très grande complicité, un très grand naturel, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Et moi personnellement, c'est vraiment ça qui nous a poussés. Et en fait, on s'est complétés toutes les deux. Jamais nous ne sommes opposés au choix d'un livre, à la manière d'analyser le livre. C'est vrai. Moi, je dirais aussi, il y a cette dimension artistique, mais il y a aussi des livres qui ouvrent en fait à des possibilités multiples. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'albums, même qu'on trouve encore dans plein de livres de la petite enfance, où tout est vraiment très fermé, quoi. Il y a une compréhension possible, il y a une perception possible des images, il y a et ça on s'ennuie en fait très très vite. Et puis c'est vraiment ne pas tenir compte des capacités des enfants. C'est ça que nous on a un peu voulu aussi mettre en lumière. Je pense que c'est une c'est une des choses auxquelles on a tenu, c'est de pouvoir montrer comment les enfants ont des potentialités bien au-delà de ce que les professionnels en général pensent. Voilà. Combien ça ouvre à la créativité, oui, c'est ça, ça ouvre à l'intelligence, ou ça, comme dit Evelio Cabrero Parra, ça met en marche la pensée de plus en plus, à chaque fois. Et c'est ça que nous avons cherché à montrer à travers des livres exigeants. Et nous ne nous arrêtons pas à cette dimension très souvent mise en avant des âges, les livres pour les bébés. En fait, on se rend compte que dans les observatoires, que des bons livres, des grands livres, des livres intéressants intéressent les bébés, les tout petits, et qui peuvent rester longtemps. Plus on lit, plus on devient lecteur, en fait. Et je crois que c'est ça. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vrai que ça fait tout à fait écho à ce qu'on essaye de publier. Il m'est souvent arrivé de dire, mais c'est sûrement pas moi qui l'ai inventé, qu'un bon livre pour enfants commence une fois la dernière page refermée. Parce que j'ai souvent vu, moi, des utilisations totalement inattendues par l'enfant du livre, parfois liés à des détails qui sont absolument pas pris en compte par l'adulte. Et quand vous parlez de livres qui soient des livres qui ouvrent et non pas des livres qui ferment, c'est vrai qu'on a parfois l'impression, sur certains ouvrages, de livres prémâchés. C'est-à-dire qu'on a déjà choisi l'angle, on va du point A au point B en demandant à l'enfant de suivre absolument un seul chemin. Or, les enfants ont comme habitude, et c'est une habitude très saine qu'ils perdent malheureusement plus tard, souvent, c'est de absolument pas suivre les itinéraires qu'on trace pour eux. Donc on est, nous aussi, touchés par les livres qui ont autant d'acception et de contenu, finalement, que d'enfants à qui on les propose. Donc c'est en cela que, de toute façon, vous connaissant depuis longtemps, je savais que les livres que vous alliez choisir étaient des livres qui possédaient cette dimension
de lecture libre. Voilà. C'est aussi pour cela que nous nous sommes adressés aux éditions Mémo. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait parler aussi dans le contenu de cette dimension de jeu parce que vous récusez, et c'est aussi en ça qu'on peut se rejoindre, la dimension pédagogique du livre. Donc, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de cette dimension du jeu et du plaisir du livre? Est-ce que le plaisir et la nécessité aussi, parce que le livre vient aussi combler et donner ouvrir des horizons aux enfants qu'on n'a même pas imaginé pouvoir tracer, mais qui sont aussi un petit peu ce qui vous, j'imagine, vous anime. Est-ce que l'une des deux, sur la dimension... La dimension ludique, en fait, ce n'est pas qu'une dimension, il y en a plusieurs. Il y a le jeu entre tout ce que le fantasmatique et le réel. Quand on entre dans un livre, on joue ce jeu-là. Il y a des jeux qui sont proposés par les structures narratives. Par exemple, les randonnées, ça équivaut chez l'enfant dans ses jeux quotidiens à des empilements, par exemple. Donc il y a aussi les jeux de cache-cache, il y a donc des jeux que l'enfant pratique dans sa vie réelle, et en plus la dimension de symbolisation de ce que représente le livre, qui fait bouger quelque chose en nous, qui fait bouger quelque chose dans la pensée, qui amène l'enfant de sa réalité à l'univers imaginaire ou fictif, etc. Il y a toute cette dimension qui, pour nous, elle est essentielle, effectivement, et très très riche. Oui, parce que pour nous, il ne s'agit pas tant d'acquérir des connaissances. En fait, parce que le livre, quand même pour les tout petits, c'est quand même extraordinaire, même moins de 3 ans, est tellement souvent associé à une question de connaissance. Les adultes veulent vérifier que la perception est bien la bonne et qu'on va retenir, etc. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit d'ouvrir... pour qu'un enfant, éventuellement un jour, devienne un lecteur, il faut qu'il développe son imaginaire, il faut qu'il arrive à rêver dans sa tête, il faut qu'il arrive à se détacher du réel, à partir comme ça, un peu dans l'imagination. Et ça, c'est quelque chose c'est une dimension de jeu, alors, qui n'est pas toujours très facile non plus, parce que souvent les enfants ont besoin qu'on soit vraiment là, côte à côte, parce qu'on lit, nous, quand même, à des tout petits. Hein. Ils ont besoin qu'on soit là, côte à côte, qu'on soit très physiquement proche. Rassurant. À partir de quoi ils peuvent commencer à jouer de manière imaginaire. Même avec l'objet. Avec l'objet. Avec l'objet. Pour commencer avec l'objet, oui. Les enfants qui referment un album et qui après l'ouvrent un tout petit peu pour voir si le tracteur est toujours dans l'album, par exemple. Des choses comme ça. C'est des découvertes incroyables. Et pas besoin de livres avec des tirettes, non. Ils en font un jeu, un jouet, oui, de manière tout à fait naturelle. De toute façon, l'enfant joue naturellement la plupart de son temps. Donc il pratique ça également quand il a un livre entre les mains. Et puis il joue avec nous, il joue avec notre voix, il la reproduit parfois. Et puis il y a du mimétisme, l'enfant met en scène un livre qu'on lit. Quand il y a dans Bonsoir Lune, quand le petit garçon est dans son lit, ils vont mettre en scène une histoire dans laquelle ils feront ce que font les personnages de Bonsoir Lune, etc. Il y a tout ce jeu d'imitation. Je crois qu'on n'imagine jamais à quel point l'enfant est porteur de découvertes, d'inventions. C'est vraiment de la créativité, encore. Et c'est ça qu'il faut développer auprès de nos enfants. Et c'est ça que vous soulignez, vous, beaucoup dans vos observations. Oui. Parce que c'est très inattendu, du coup. C'est aussi ça. C'est qu'il faut arriver à s'ajuster quand même à ce qui se passe avec l'enfant. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le chemin, il n'est pas tout tracé. Et les enfants, ils glanent des choses à droite, à gauche, ils les mettent en lien d'un album à l'autre, etc. Et nous, en fait, on essaie de suivre. Une bonne façon de parcourir ce livre, c'est le parcourir avec ses autrices, donc Joëlle et Nathalie. Et peut-être que la table des matières elle-même est déjà très exemplaire des sujets que vous avez abordés. Je pense que ce serait intéressant que vous la parcouriez en nous disant ce qui s'est passé sur tous ces sujets-là.
Oui, je pense que Nathalie peut le faire, parce que moi, non, non, mais parce que Oui. moi, je suis plutôt désordonnée. Nathalie, tu demandais quelle était notre complémentarité. La complémentarité, c'est la méthode chez Nathalie et la profusion chez moi. Bah, ça commence par On est deux. un petit chapitre qui s'appelle Pas tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, quand on lit à des tout petits, mais même un peu moins petits, on lit ensemble, côte à côte, on a un regard conjoint, il y a vraiment un partage, et ça c'est extrêmement important parce que très souvent, alors là c'est un peu la psy qui parle, mais pour que l'enfant, surtout l'enfant qui a jamais eu beaucoup de lecture, parce qu'il faut dire quand même que j'ai beaucoup lu dans des endroits où les familles n'avaient pas de livres, pour que l'enfant puisse décoller, puisse se laisser envahir déjà par le texte et l'image, et puisse décoller dans sa pensée, il faut qu'il soit un peu amarré physiquement à quelqu'un, souvent quand même. Enfin, toujours, pratiquement quand c'est un petit. Que ce soit côte à côte ou en tournant le dos. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui écoutent en vous tournant le dos, mais c'est pas n'importe quoi. C'est une manière d'aménager la distance, disons. Et ça. Donc on fait un petit chapitre là-dessus, sur le fait qu'on regarde ensemble. Et on a dit une drôle de relation, parce que c'est vrai que moi qui lis dans les endroits où les enfants sont tout petits, ils ne me connaissent pas, très souvent. Donc il y a des âges, par exemple, où ils ont la peur de l'étranger. Et j'ai des exemples comme ça d'enfants à qui je lis des histoires. Pendant toute l'histoire, ils sont suspendus. Puis je referme le livre et là, tout d'un coup, ils me voient. Alors que j'étais là et je lisais. Et je deviens vraiment une personne. Enfin, donc il y a une relation suspendue pendant le temps de la lecture qui est... D'ailleurs, si tu le permets, j'ajouterai un mot par rapport à un livre d'Anne Crozat qui s'appelle Ceci est une histoire, ou Ceci est l'histoire, qui parle exactement de cette relation et du temps d'attente des enfants qui comptent pas les jours, mais qui pour eux c'est quelque chose des... Tu parles de ce livre-là, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Voilà. Ouais. Et Dans ça, lequel on a je plusieurs trouve, chapitres ouais, avec ouais. plusieurs Où elle montre bien la différence voyages. des attentes de chacun des enfants. Je trouve ça extraordinaire ce livre, il est très juste. Et donc c'est la lecture en relation et c'est important parce que si on nous met régulièrement en cause sur la question des histoires qui font peur, en disant que quand même, parce qu'il y a des gens très autorisés qui ont expliqué que c'était traumatisant de lire des histoires qui faisaient peur. Pour nous, de toute façon, on n'impose aucun livre à aucun enfant, c'est eux qui choisissent. Et si je choisis une histoire qui fait peur, moi, ça me paraît très important de répéter que si on est là, concrètement, à côté, avec, c'est pas pareil. Voilà. Et puis nous, en plus, notre positionnement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vraiment nous ajuster à l'enfant. Là, je pense que c'est aussi nos origines d'accès de psy qui parlent. Quoi. On n'impose pas. On n'impose pas. On accompagne. Et on essaye d'accompagner au plus près. Ouais. Toi, est-ce qu'il y a un chapitre qui te parle particulièrement pour que vous me fassiez... Je prendrai le second qui est titré Tout le corps lit, parce que ça me paraît tellement essentiel pour des tout petits. On lit avec son corps, et il n'y a pas que les tout petits d'ailleurs, les grands aussi, hein, le plaisir du texte, etc. Même Barthes le signale. Et je crois que nous avons beaucoup insisté là-dessus parce qu'il y a trop de la part des lecteurs qui partagent des lectures avec des enfants, des gens qui empêchent de bouger. Plus on les contraint à rester sages, plus ils pensent au fait qu'ils sont contraints et ils ne se laissent pas aller en fait, ils ne se laissent pas porter par l'histoire. Donc ça, je crois que c'est un mode d'expression et c'est un mode de lecture parce que l'enfant lit nos visages, lit nos gestes et lui il s'exprime également à travers son corps. Et je crois que cette liberté, toujours prônée par Accès, est extrêmement, extrêmement importante. Et là, nous insistons beaucoup là-dessus, parce qu'il faut jamais l'oublier. Oui. On n'est pas à l'école. Et puis parce que c'est effectivement la mise en marche de la pensée, elle s'accompagne chez un Absolument. petit, la plupart du temps, d'une motricité du corps, mais aussi parce que c'est un écueil parmi les professionnels, alors là, de bibliothécaires ou autres, mais quand l'enfant s'en va, quand il bouge, tout de suite on pense qu'il décroche. Donc, on insiste pas mal là-dessus en expliquant comment l'attention d'un enfant, c'est pas l'attention d'un adulte et il ne faut pas se méprendre. Voilà. Et puis il y a aussi cette idée que certains livres, parce qu'ils ont un rythme plus ou moins lent, invitent ou non au mouvement aussi.
Et nous montrons du reste que certains livres qui pourraient être pensés d'emblée comme invités au mouvement ne sont pas entendus par tous les enfants de la même façon. Oui. Et ça aussi, on parle de liberté, mais on parle d'autonomie, cette autonomie qu'a l'enfant, en fonction de la lecture qu'il fait, de l'interpréter d'une façon différente. Les uns les autres interprètent d'une façon différente. Ça, c'est formidable à voir, surtout pour toi, quand les enfants ne parlent pas, ils s'expriment par leur corps, c'est clair. Et souvent, il y a des livres d'ailleurs qui mettent en scène des mouvements, qui montrent des mouvements, et qui sont au contraire extrêmement contenants. C'est extraordinaire à voir. Des enfants assez agités qui viennent à côté et qui lisent, je sais pas moi, je pense à Courez, courez, petit singe, ou des livres, La folle poursuite, William Hurt, des choses comme ça, c'est un enchaînement de catastrophes, et l'enfant petit à petit, il est là, il est accroupi, il ne bouge plus, et ça se contient vraiment dans les couvertures du livre. C'est assez... Et inversement, il y a des livres qui n'appellent absolument pas au mouvement et qui déclenchent... Oui, je pensais à ce livre que tu as montré dernière fois que je t'ai entendu en parler. C'est ce livre qui sert de cabane à un enfant qui commence à le déplier, parce que c'est un livre, Les Porello. Et donc, c'est un livre qui tout d'un coup devient un espace privé qu'un enfant, dans lequel entre un enfant et qui lui permet de tracer une sorte de frontière entre l'ailleurs, enfin l'extérieur et puis lui, son monde à lui. Donc le livre est un monde. Et ça, c'est ce que vous montrez très très bien dans cet ouvrage. C'est le fait que votre travail, c'est une espèce de travail de passeur entre le monde de l'enfant et puis tous les mondes qu'il peut explorer. Donc, et qu'il peut construire. Et qu'il peut construire lui aussi. Puisque l'idée, c'est de... on n'a peut-être pas dit ça assez précisément, mais c'est d'offrir plein d'albums aux enfants. Et qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec et qu'ils choisissent ce qu'ils veulent. À partir de là, c'est vrai qu'ils construisent des choses. Alors dans cette séquence-là, vue d'ici, c'était tellement explicite que c'était étonnant. Mais souvent, ça nous échappe beaucoup. Mais quand même, on peut repérer des choses où les enfants construisent des mondes à partir d'éléments qu'ils ont glanés, qui sont absolument impossibles à prévoir, en fait. On ne peut rien présupposer de la lecture d'un... C'est ça aussi qui nous a beaucoup rassemblés, Joël et moi, c'est cette idée de la surprise, en fait. On est comme les enfants, on aime les effets de surprise. Et chaque livre, c'est comment il s'appelle l'italien là, Munari qui le disait, chaque livre est une surprise. Quand il parlait de ces petits livres, à chaque fois il disait chaque page, chaque livre est une surprise. Et il y a Charlie qui disait que c'est formidable, c'est que chaque page, c'est une porte qu'on franchit. Donc chaque nouvelle page est une nouvelle porte sur un autre univers. C'est ce que nous voyons faire. C'est la dimension aussi universelle, moi, qui me convainc. C'est pour ça que chez Memo, il y a assez peu de livres mettant en situation donc des adultes et des enfants dans des situations qui sont repérées à l'avance. Et on est, je l'espère, un éditeur de l'imaginaire. Parce que ce sont ces livres-là qui peuvent le plus nous émouvoir et nous convaincre. On sait aussi que si on est convaincu et ému par un livre, ce livre-là, il va passer quelque chose. Il y a cette dimension, oui, effectivement, de l'enfant qui sommeille en chacun de nous, et qui fait que le critère n'est pas le but. Il n'y a pas de but, en fait. Le but, c'est le chemin. Absolument. Emprunté, libre, emprunté par l'enfant. C'est ça. Alors, est-ce que vous voulez continuer? Est-ce qu'il y a quelque chose, un chapitre qui vous parle particulièrement Nathalie, est-ce que la partie des émotions, est-ce que avant ça, l'image, penser par l'image, le rôle de l'image? Oui, on parle pas mal de la lecture que font les tout-petits, qui est vraiment, en général, une lecture du détail. Et ça aussi, ça nous déstabilise, nous qui percevons plutôt la totalité de l'image. Et eux, comme j'ai dit tout à l'heure, ils glanent en fait des éléments. Moi qui lis depuis 20 ans, dans le cas d'Accès, plus de 20 ans, je découvre encore plein de choses, même dans les albums assez anciens dont on peut parler là. Et ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire du point de vue de la qualité de l'album, mais c'est extraordinaire du point de vue de ce qu'on apprend
des enfants. Surtout qu'en plus, ils regardent beaucoup les détails, mais Oui. ils regardent des détails, et ça c'est quand même très frappant, qui sont vraiment fonctionnels dans le récit. C'est pas juste une décoration. Oui. Et ça c'est extraordinaire de voir à quel point ils ont cette forme de sagesse naturelle de trouver. Alors c'est vrai qu'ils ont... ils regardent, ils ont un champ de regard plus étroit que le nôtre, mais ils balayent quand même et ils vont chercher le détail qui fait sens et qui a vraiment une fonction dans la suite du récit. C'est vraiment étonnant que beaucoup d'adultes, moi en faisant des formations, je me rends compte souvent que les professionnels n'ont pas vu ces détails que les enfants ont soulignés et qui les conduisent sur le chemin de la pensée. C'est extraordinaire, hein, vraiment. Ouais, ouais. Parce qu'ils s'accrochent d'un détail. Oui, oui. Mais souvent, ça fait des espèces de malentendus, parce que quand les professionnels ont quand même souvent ce biais d'essayer de s'assurer que l'enfant a compris, en fait. Il a bien C'est ça, perçu, oui. il a bien compris Le deux sens choses. global. Et là, souvent, ils sont déstabilisés par l'idée que, mais non, mais s'il a vu que la petite fourmi qui monte sur le bord gauche de la page, il est passé à côté de tout le reste, alors qu'en fait, pas du tout. Juste, il a une lecture de l'image qui n'est pas du tout la même que la nôtre. On perd, nous, cette faculté. On est obligé de la retrouver. Moi, j'essaie de la retrouver au contact de Joël, mais c'est pas... Mais on a beaucoup parlé des livres de Suzanne Berner, là, ces grands imagiers, où il y a quand même des propositions visuelles en nombre, innombrables, on va dire. Et on voit à chaque fois des enfants s'arrêter, s'arc-bouter sur un détail et chercher. Il y a un exemple sur le livre de l'hiver avec un Père Noël. Le Père Noël sur sa moto, etc. Et l'enfant dont on parle, alors que c'est un livre qui est lu très souvent, a cherché le Père Noël tout le long de... En fait, il fait un récit, il extrait le reste et il fait un récit du parcours du Père Noël dans l'album. Enfin, c'est étonnant de voir des tout petits. Quel âge il a? 2 ans, hein, cet enfant-là. Repérer un détail et voir combien ce détail raconte, ce que ce détail raconte de début à la fin. Comme vous l'écrivez, l'enfant non seulement lit le livre, mais il crée le livre en fait. Tout à fait. Il le construit lui-même. Ouais, absolument. Ouais. C'est vrai. Ce livre dont je vous parlais tout à l'heure, le livre magique de Fanette Mélier, avec ce livre qui propose une forme qui devient de plus en plus petite et puis qui grandit ensuite à nouveau. On a eu cet exemple de l'enfant qui ouvre le livre et puis qui regarde par-dessous et puis qui reconstruit lui aussi l'image. Il a un rôle à jouer dans la lecture du livre. Voilà. Oui. Et il n'y a pas de bonne lecture ou de pas bonne lecture. Non. Et personnel. L'enfant, lui, est maître du jeu. C'est ça. En fait. Parce qu'il y a un jeu possible. Parce qu'il y a un jeu. Possible aussi. Oui, pardon. Oui, bien sûr. Non, mais pour dire, ce livre ne figure pas parce qu'il est récent et que nous ne l'avions pas au moment des lectures partagées. Oui, non, mais ça... Mais il y en a plein. Hein. Je pense à Olivier Douzou, il y a beaucoup d'artistes qui offrent cette possibilité à l'enfant de jouer comme ça. Et de il y a un sujet aussi que j'aurais beaucoup aimé vous voir aborder, c'est celui des émotions, justement, parce que c'est souvent un champ qui est vraiment investi par ce désir qu'ont les pédagogues et les parents de s'assurer que l'enfant va comprendre quels sont les grands enjeux, les émotions, ou ce à quoi il va être confronté. Donc on veut lui donner une sorte de couverture de survie, ou bien de gilet pare-balles. Et en fait, il y a par exemple le partage jubilatoire de la peur. Je ne suis pas sûre que beaucoup de parents soient au départ conscients du fait qu'il y a un partage jubilatoire de la peur. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est très important, et c'est important pour Mémo, ce sont tous les livres qui parlent d'altérité, sans mettre les mots en décrivant que les autres ont le droit d'être différents. Mais on a un certain nombre de livres qui jouent avec l'altérité. Donc, est-ce que vous pourriez toutes les deux me dire quelque chose autour de tout ce champ des émotions dans lequel parfois il y a plus de projection des parents et des lecteurs de livres que ça n'est le cas pour les enfants? Je démarre? Oui, vas-y. Je pense qu'effectivement, avoir accès à des émotions d'autrui, c'est une des fonctions peut-être de la lecture, de la littérature, des livres pour enfants.
Mais c'est ce qui est souvent déconcertant pour pas mal d'adultes, c'est que les enfants vont les trouver là où c'est pas prévu. Et on traite comme ça de livres. Par exemple, à un moment, on parle des larmes. Et des larmes, et il y en a une dans Le Roi d'Agobert, là, je me dis, mais moi, je n'avais jamais vu cette larme-là. Hein. C'est de la linogravure, un truc très, très saturé. Dans La Toute Petite Dame, il y a un certain nombre d'albums qui ont des larmes. C'est pas le sujet de l'album, en fait. C'est pas un album sur l'émotion de la tristesse. Oui. Mais l'enfant, il va y trouver ça. Et c'est ça qui est toujours assez génial. Parce que, bon, là, les larmes, enfin, on parle aussi, nous, de la peur, de ce qui est beau, mais des rêves aussi. Parce que je trouve qu'il y a alors ça rejoint ton autre sujet qui est la découverte de l'altérité. À partir du moment où on commence à découvrir que dans la tête de l'autre, il y a aussi des choses qui sont, à certains égards, semblables à celles qu'on ressent et différentes, comme pour nous quand on lit un roman, en fait, c'est quand même une découverte majeure pour un tout petit enfant, quoi. Et notamment les rêves. On a quelques exemples comme ça d'enfants qui découvrent qu'il y a des rêves dans la tête des autres. Et même dans les animaux. Oui. Donc, non seulement des rêves, mais aussi des postures, des manières de dormir, etc., des manières de se reposer. D'abord, ça insiste sur le fait que tout le monde a besoin de dormir pour vivre, et que pendant qu'on dort, effectivement, chacun part dans des mondes différents. Et c'est important de savoir que non seulement ils sont différents, mais que tout le monde rêve. Je crois que ça... Hein, oui, là tu penses à Doux Rêveur. Je pense à Doux Rêveur, oui, qui est paru aux éditions courtes et longues. C'est un livre magnifique sur ce plan-là. Mais je pense que l'altérité, c'est aussi découvrir que on vit différemment selon les contextes, selon les moments, et que c'est intéressant de prendre en compte l'autre pour à la fois se construire et élargir aussi son horizon, hein, parce que on a beaucoup parlé du bébé qui ne regarde que sa mère, ou, enfin égocentrique, et en fait on se rend compte que quand on lit avec des bébés, ils sont tout petits, ils sont tout à fait capables de s'accrocher à la diversité des pensées, des ressentis, et c'est ça, on a des livres d'une richesse extraordinaire, on parle de beaucoup de livres, je ne saurais plus dire combien combien figure dans notre livre, mais cette diversité extraordinaire, en fait, vraiment. Je crois que là, hein, c'est important, ils prennent conscience de ça. C'est un essai, mais c'est un essai qui est illustré. Ah oui. Sachant que je crois que c'était une volonté, c'est de ne pas en faire un livre comme il en existe et qui ont tout à fait le mérite d'exister. Ce sont des livres d'analyse de l'album dans lequel la part de l'image est très importante. Là, c'est un livre, c'est un livre de réflexion et de recherche, mais qui se base sur des images. Mais le but était avant tout de vous donner la parole et de savoir ce que vous aviez comment vous aviez pu travailler avec l'album pendant tellement d'années avec les enfants. Est-ce que vous allez encore peut-être nous donner une dernière piste encore de travail, ou est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent, et qui serait de nous dire en fait ce que vous avez cherché à transmettre aux professionnels qui nous écoutent, parfois des jeunes professionnels qui sont en début de carrière, qui vont travailler en bibliothèque, qui vont travailler dans des structures d'accueil du jeune enfant. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à ces gens qui nous écoutent et qui peut-être vont nous poser des questions tout à l'heure? Moi, j'insisterais vraiment sur le choix des albums et sur ne pas se brider et ne pas se limiter à ce qu'on pense de ce que l'enfant aura compris ou pas. Et vraiment, l'expérience nous montre, et j'espère qu'on le trouve un peu dans ce livre-là, que les enfants, encore une fois, s'attachent à des choses totalement inattendues. Et parfois, même la plupart du temps, en fait, vont chercher dans les livres souvent complexes, en vérité, parce que le monde est complexe de toute façon. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait faire des livres très simples? Je ne sais pas. Ils vont chercher là-dedans, ils vont faire leur miel, en fait, de tout ce qui est... Et donc, essayer de faire confiance le plus possible aux albums et aux enfants, dans leur capacité d'aller chercher ce qui leur convient et ce qui va les nourrir et ce qui va les faire créer plus, quoi.
tout en sachant qu'il n'y a pas de généralisation. On parle des petits-enfants grands lecteurs, mais chaque enfant, chaque lecteur est différent. Et c'est aussi ce que permettait la manière de travailler d'Accès, c'est aussi ce que permettent justement des albums qui sont riches, c'est-à-dire qui ont plusieurs portes d'entrée, qui ouvrent plusieurs voies de compréhension, qui nous sortent ou qui sortent les enfants, les uns et les autres, de choses trop quotidiennes. Et c'est ça, ce sont souvent des livres riches, condensés. Jamais, c'est pas forcément complexe, hein, la complexité n'est pas une qualité, mais je dirais que la richesse, hein, ces ouvertures d'horizons, de personnages, toute cette diversité, je pense qu'on n'a pas un autre, j'aime pas le terme outil, mais en attendant, entre les mains, un support aussi riche que l'album, et surtout quand il y a une exigence comme celle qui est la vôtre, hein, c'est clair et net, voilà. Merci Joël. Bon, je pense qu'on peut maintenant pouvoir peut-être conclure, mais avant d'avoir des échanges avec ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, c'est de dire que pour Mémo, ça n'allait pas de soi au départ de publier un ouvrage qui est ce qu'on appelle un essai, mais que quand vous nous l'avez proposé, on a été très très heureux de l'accueillir parce que nous aussi, on a besoin de réfléchir sur nos choix, de savoir pourquoi, comment éditer tel ou tel livre. Et c'est une sorte de guide pour nous. Alors, du guide, pas dans le sens de il faut faire comme si, et puis pas choisir ça. Bon, je sais à quel point vous n'êtes pas dans cette notion-là. Mais par contre, pour nous, c'est un peu synthétiser ici toutes les raisons qui nous ont fait choisir certains livres et pas d'autres. Je pensais dans le registre de l'altérité à ce livre C'est Mamar de Claire Garaland, dans lequel des canards sont là en train de naviguer un petit peu dans des espaces fermés, et qu'un canard arrive, un autre, un étranger, et qui vient leur dire mais pourquoi vous jouez pas tous ensemble sans avoir chacun une petite case. Donc c'est ce qu'ils finissent par faire jusqu'au moment où il y a un envahisseur qui arrive, mais cet envahisseur lui-même d'ailleurs va aussi subir ce type d'appropriation. Mais voilà, pourquoi et comment un livre comme ça pour nous c'est un grand livre, hein. C'est parce que il ne dit à aucun moment tu devrais faire comme ça et tu devrais te conduire comme ci, mais l'exemple est là, et l'exemple il est même montré par l'absurde, voilà. Donc et l'humour. Parce qu'on n'a pas parlé de l'humour, mais beaucoup d'albums ont cette légèreté humoristique à laquelle, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, les enfants sont très sensibles. Très sensibles, voilà. Et ils ont parfois leur façon à eux même de détourner l'humour. Claire Garaland, elle s'y connaît bien. Hein. Oui. Et d'ailleurs, bientôt, Joël et Nathalie, vous allez pouvoir nous présenter cet ouvrage et le présenter à ceux qui nous écoutent au Salon de Montreuil, le lundi 4 décembre, à 14h45. Donc rendez-vous là-bas. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet webinaire. Retrouvez donc les éditions Mémo sur le stand F6 du salon, au premier étage. Passez une bonne journée.